Alright, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la PPA, la parité de pouvoir d'achat et comment ça peut impacter votre santé financière et votre avenir financier, tout simplement. Sur les réseaux, on voit uniquement parler de fiscalité, d'expatriation, tout ça, et on n'entend jamais parler de parité de pouvoir d'achat, alors que si vous l'exécutez correctement, ça va vous permettre d'améliorer votre niveau de vie, d'améliorer la qualité et les biens des services que vous consommez. Et si vous n'avez pas du tout l'objectif ou une ambition d'expatriation, de ce genre de choses, et bien même en France, en Belgique, en Suisse, n'importe où vous habitez actuellement, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place et commencer à y bénéficier. Donc ici, on commence tout de suite sur le Miro. J'ai mis l'algorithme de la richesse réelle, sortir de l'illusion nominale, PPA et arbitrage. Alors il faut comprendre que tout ce que vous allez acheter, ça va être des prix. Donc ces prix, ils sont constitués quoi? Et donc c'est un prix nominal dans lequel il va y avoir des charges sociales, de la TVA, la valeur réelle et ensuite, je vais dire impôt société, tout ça. Et au final, vous, quand vous allez consommer, vous allez payer ce prix nominal qui ne reflète pas spécialement la valeur que vous allez obtenir à la fin. Avant d'aller plus loin, je souhaite quand même mettre un petit point sur les petites phrases que j'ai mis ici. La richesse provient d'un différentiel de flux entrant. Et c'est évidemment différent avec un flux sortant. Donc ça, c'est extrêmement basique. Si vous gagnez 10 000 € par mois, mais que vous en dépensez 11 000 € par mois, vous allez être beaucoup moins riche que la personne qui gagne 5 000 € par mois, mais qui n'en dépense seulement 2,5 pour vivre. Donc ça va être la première chose. Et alors, comme j'ai dit, être riche, c'est différent d'être fortuné. Pour moi, être riche, on parle bien d'un différentiel de flux. Et l'avantage de la PPA, c'est qu'on va voir ensemble comment améliorer et rendre ces flux beaucoup plus pertinents, beaucoup plus rentables pour vous, puisqu'on a tous des flux monétaires, qu'on le veuille ou non. Alors que la fortune, ça va plutôt être du stock. Si quelqu'un a 10, 15, 20 millions d'euros en immobilier, ça va être du stock, ça va être de la fortune, c'est tout à fait différent. Quelqu'un peut être fortuné sans être riche et quelqu'un peut être riche sans être fortuné, ou aucun des deux évidemment. Le premier constat, c'est quoi? C'est que votre argent, il a perdu plus de 90% de sa valeur. Si on regarde 100 $ en 1913, au moment de la création de la Banque centrale américaine, la Federal Reserve, vous aviez un pouvoir d'achat de 100 $ pour vos 100 $. Et si on regarde aujourd'hui en 2025, on voit qu'en comparaison, on est environ à 2 à 3 $ par rapport à la même valeur. Alors évidemment, la valeur nominale, elle n'a pas changé. 100 $ reste toujours 100 $, mais tout simplement le panier de biens et services, les possibilités et ce que vous offre la possibilité d'acheter ce billet de 100 $, il a tout à fait changé et comme vous avez pu voir, il a perdu plus de 90% de sa valeur. La monnaie, elle est affectée par plusieurs mécanismes, notamment des mécanismes d'inflation. L'inflation, tout le monde en connaît et tout le monde en a entendu parler depuis le Covid. C'est une hausse générale et durable du prix des biens et des services avec une diminution du pouvoir d'achat de la monnaie. Donc ça signifie tout simplement que pour le même prix, vous pouvez avoir moins de choses. Par exemple, pour 100 € avant, vous aviez 2 sacs lorsque vous alliez faire vos courses chez Carrefour ou chez Leclerc. Et bien aujourd'hui, peut-être que vous n'en avez plus qu'un alors que vous dépensez toujours 100 €. La déflation, par contre, c'est un mécanisme qui est un petit peu moins connu et c'est une baisse générale des prix durable et auto-entretenue du niveau des prix des biens et des services dans une économie. Donc, contrairement à l'inflation, elle correspond à un taux d'inflation négatif et entraîne une hausse de la valeur réelle de la monnaie. Alors, ça peut paraître un petit peu théorique comme ça, mais pour vous donner un exemple rapidement, je pense que tout le monde a entendu parler du lundi noir et de la crise de 1929. Et donc, on peut avoir juste ici sur le graphique, on voit qu'habituellement, toutes les périodes de récession et de crise sont suivies d'une période de déflation puisque l'économie est au ralenti. Donc, tout simplement, vos dollars prennent plus de valeur, vos euros, dépendant de la monnaie dans laquelle vous êtes. Et c'est vrai qu'après des grosses crises, on a l'habitude de voir des petites périodes de déflation. Rapidement, pour ceux d'entre vous qui ne me connaisseraient pas, je m'appelle Andrew Berin, j'ai 27 ans, j'habite littéralement dans un hôtel 5 étoiles toute l'année ici au Panama, mais avant ça, j'ai eu l'occasion de voyager dans le monde entier, j'ai eu l'occasion de conduire des voitures de sport, et tout ça, tout simplement, cette vie-là, ça a été possible grâce à mes 2 business qui sont le trading et l'immobilier. Donc si ces business vous intéressent, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour découvrir un petit peu ce que je fais et comment je travaille. On retourne à la vidéo. À tout ça, il s'ajoute également une réalité démographique. Il faut savoir que donc ici, sur une pyramide des âges aux États-Unis, on peut voir qu'on a un pic entre 25 et 30 ans. Donc ici, je peux le faire chez les hommes et chez les femmes, c'est plus ou moins pareil.
Et alors, il faut savoir que donc, on remarque, donc par exemple ici ce pic, de personnes entre 25 et 30 ans, ça va correspondre à un pic de naissance qui a eu lieu, notamment aux alentours des années 2000. Et alors il faut savoir que souvent 20-25 ans après, 30 ans après, on remarque toujours un pic d'inflation. On a vu également ce pic, après le baby boom, tout ça, donc ça correspond aux naissances et ça va impacter directement l'inflation, puisque tout simplement, il y a un plus grand nombre de personnes qui désirent les mêmes biens et les mêmes services, et donc forcément, ça va alimenter les prix vers le haut. Donc ici, indépendamment des autres critères qu'on va voir ensemble, juste d'un point de vue démographique, on peut s'attendre à une inflation soutenue jusqu'à probablement 2030, et ensuite, après, indépendamment de la banque centrale, des matières premières, et d'autres crises durant lesquelles on pourrait être confronté. Donc, j'ai pas de boule de cristal, donc je peux évidemment pas les mentionner. Mais a priori, d'un point de vue démographique, à partir de 2030, l'inflation devrait plus trop subir ce critère-là. Alors évidemment, après, on a le rôle des banques centrales qui jouent sur sur les taux directeurs avec leur politique monétaire. Est-ce qu'ils vont être plus accommodants? Est-ce qu'ils vont être plus resserrer un petit peu la vis? C'est ce qu'on appelle hawkish ou dovish. Si vous êtes trader, vous êtes familier avec ces termes. Donc, est-ce qu'ils vont avoir tendance à augmenter les taux d'intérêt à l'avenir ou plutôt à les réduire en fonction de l'objectif? Il faut savoir que l'inflation, ça va être le critère numéro 1 pour les banques centrales, peu importe la banque centrale, ça peut être la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la Fédérale Réserve. Le critère numéro 1, ça va être le taux d'inflation qu'ils vont essayer de garder aux alentours des 2%, et l'objectif, c'est de garder un taux directeur plus ou moins autour des 2%. C'est ce qu'ils considèrent sain par rapport à la masse monétaire M2 en circulation. Et enfin, dernier critère qui va jouer sur tout ça, ça va être tout simplement les matières premières. Donc là, on est en train de le voir avec le conflit au Moyen-Orient, avec l'Iran. Mais tout simplement, le prix des matières premières, puisque tout ce qu'on consomme d'une manière directe ou indirecte est affecté par le prix des matières premières. Si vous allez faire vos courses chez Carrefour ou Leclerc, votre fromage, il est arrivé par camion. Ce camion, il a fallu mettre de l'essence, du diesel pour en arriver là. Peut-être qu'avant, il était sur un bateau. Peut-être qu'avant ça, il est passé par avion. Donc tout ça, c'est des choses qui font que l'offre et la demande des matières premières a un gros impact sur la partie inflation et déflation de votre argent, et ça va affecter la valeur et ce que vous allez pouvoir acheter avec vos monnaies, que ce soit des euros et des dollars. Alors, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais vous l'avez peut-être remarqué, mais ces dernières années, l'inflation est complètement devenue hallucinante. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, c'est une Porsche 911 Carrera. En 2012, si vous alliez en concession Porsche et que vous achetiez le dernier modèle, il vous aurait coûté 83 000 euros. Et en 2026, si vous retournez chez Porsche pour acheter le dernier modèle, il va vous coûter 136 000 euros de base, toujours pour la même voiture. Pourtant, vous achetez toujours le même véhicule, le tout dernier modèle au moment T, et vous achetez toujours le haut de gamme. Et donc là, on voit que ça représente une économie, une augmentation des prix de plus de 64%. Donc c'est évidemment énorme par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que c'est l'opportunité par rapport à tout ça? Comment on l'utilise? Comment est-ce qu'on fait pour en bénéficier? L'opportunité, elle va se trouver par rapport à la PPA. La PPA, qu'est-ce que c'est? C'est un taux de conversion monétaire utilisé pour neutraliser les différences des niveaux de prix entre les pays. Alors, on a donc cet organisme qui est l'OCDE qui va se charger d'étudier tous les mois. Il publie des rapports mensuels, trimestriels et annuels. Et en fait, en fonction de ça, ils vont se charger tous les mois dans différentes zones géographiques dans le monde entier de comparer les différents prix pour un même panier de biens et services à la consommation. Et en fait, ça va nous permettre de voir un petit peu pour 1 dollar, combien ça va nous permettre pour consommer la même chose dans le reste du monde, tout simplement. Donc je vais vous montrer, ça se présente comme ceci. Alors l'avantage, c'est que si vous êtes intéressé, je crois que ça remonte assez loin, voilà, jusqu'en 1950, vous avez l'opportunité d'aller chercher des datas. Vous avez l'opportunité d'aller chercher des datas, et donc le tableau il va se présenter de cette manière. Donc vous avez ici tous les différents pays, Australie, Autriche, Belgique. Si par exemple je vais prendre la Belgique, on peut voir que donc en 1972, il fallait 0,9 $. Attention, le tableau est exprimé en dollars pour vous offrir l'équivalent d'1 dollar. Donc le coût de la vie en Belgique était moins élevé qu'aux États-Unis. En 2025, pardon, on peut voir l'évolution. On peut voir que maintenant, ça a toujours été
moins cher de vivre en Belgique qu'aux États-Unis. Mais si on recompare, par exemple, peut-être sur les 15 dernières années, on voit même que, alors ce ne serait pas vraiment la Belgique qui est devenue moins chère, c'est plutôt le delta qui s'est agrandi et les États-Unis qui sont devenus notamment beaucoup plus chers. Et alors, donc c'est assez facile à étudier comme tableau. Je vais vous montrer comment l'appliquer juste après. Donc vous avez plein de pays, Costa Rica, Colombie, Chili. Moi, ce que je vais vous recommander, ça va être de prendre le pays dans lequel vous habitez. Donc, il y a la France ici, si vous êtes français. Il y a la Belgique, le Luxembourg. Je crois qu'il y a la Suisse également. Donc, je vous invite à regarder tout ça. Et en fait, l'objectif, ça va être de trouver vos deux zones dans lesquelles vous aimez évoluer. Alors, moi, j'habite maintenant en zone dollar. C'était un de mes critères, c'était d'avoir une stabilité monétaire par rapport à mon épargne et justement pouvoir bénéficier de cette opportunité de la parité de pouvoir d'achat. Mais peut-être que vous avez un désir de vous expatrier au Costa Rica ou avec le colon costaricain ou peut-être en Thaïlande avec le baht thaïlandais. Et bien donc, pour vous, ce sera beaucoup plus pertinent d'aller chercher les pays tout simplement qui correspondent à la zone monétaire dans laquelle vous souhaitez évoluer. Ou alors, si vous n'avez pas de projet d'expatriation, on va en discuter également après de comment ça va être possible pour vous de quand même bénéficier de cet avantage et de cette opportunité. Donc ça ici, c'est le tableau que je vous ai mentionné. Donc ici, j'ai repris l'exemple de la Belgique. En 2010, on était à 0,83 $ pour acheter le même panier de consommation que 1 $ vous offre aux États-Unis. Et en 2025, vous aviez besoin de 71 centimes pour vous offrir 1 $. Qu'est-ce que ça veut dire? En 2025, il fallait 0,71 USD pour le même panier de biens et services en Belgique que pour 1 $ aux États-Unis. C'est 16% de moins qu'en 2010, où à l'époque, le taux de change était de 0,83 $ pour le même panier de biens et services. Qu'est-ce que ça veut dire? L'euro s'est renforcé. Il faut moins d'euros pour acheter la même chose. La PPA peut être analysée sur un graphique aux côtés du taux de change et des zones analysées. Alors attention, puisque ici, je vous rappelle que c'est un tableau qui s'exprime en dollars, je l'ai mis juste ici. Donc, lorsque vous allez transposer ce prix de parité de pouvoir d'achat, comme je le dis, c'est un prix. On n'est pas sur un taux de change. On n'est pas du tout sur le taux de change dollar-euro. Donc, il faut faire très attention à ne pas vous tromper. Donc, ici, dans le cadre de notre exemple, on va tout simplement faire une petite formule. Et donc, on voit que c'est 1 divisé par 0,83. Ça va nous donner E20, puisque ici, notre graphique s'exprime en euro-USD et pas en USD-euro. Et alors, en 2025, on était sur 1 divisé par 0,71, donc 1,40. Donc, on peut voir que la parité de pouvoir d'achat sur les 15 dernières années, elle a augmenté. Et alors, c'est la courbe que j'ai tracée ici en rouge. Donc, vous pouvez voir ici, en 2025, hop, on arrive sur les 1,40 et en 2010, on était plutôt ici sur les 1,20 environ. Alors, ok, donc une fois que vous avez fait ça par rapport aux zones dans lesquelles vous évoluez, donc même si vous ne souhaitez pas vous expatrier, peut-être que faire cette transposition en euro-dollar, comme je suis en train de le faire maintenant, ça peut avoir le plus de sens pour vous. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en fait, ici, on voit le taux de change qui évolue. Donc, le taux de change euro-dollar, ça, c'est le prix réel de votre devise. Donc, actuellement, si vous alliez dans un bureau de change hors commission, le prix spot, il est à environ 1,16. Donc, pour 1 euro, vous obtiendrez 1 $ et 16 centimes. Et alors, ici, donc, on voit que depuis 2014-2015, le prix évolue sous la parité de pouvoir d'achat. Donc, ce n'est pas une ligne horizontale, c'est une ligne qui va évoluer dans le temps. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir le faire peut-être de manière trimestrielle, peut-être tous les 6 mois, peut-être annuellement. Et dans tous les cas, si ici, donc chaque bougie représente 1 mois, si vous aviez pas spécialement prêté attention au mécanisme qui était en train de se passer vers 2014-2015, bon, durant ces 6 mois ici, le delta que vous auriez perdu, il était assez faible, en fait, le manque à gagner. Donc, ça représentait probablement entre 2 et 5%. Donc, dans l'ensemble, vous n'auriez pas perdu trop de choses. Donc, si vous êtes assez assidu et que tous les 3 mois, tous les 6 mois, vous prenez la peine de juste regarder un œil un petit peu, de savoir où on est et vous assurer que vous êtes toujours du bon côté, ça reste très intéressant pour vous. Donc ici, qu'est-ce qu'on en comprend? On comprend que l'euro est fortement sous-évalué et ne doit pas être dépensé. Et donc, c'est le moment de déposer ces dollars, puisque je rappelle qu'on est dans un exemple euro-dollar. Donc, comment en bénéficier et comment faire? Alors, avant de faire ça, je vais peut-être vous parler de l'autre exemple qui va être peut-être un petit peu plus intuitif si vous n'avez pas bien compris l'exemple ici.
c'est tout simplement avec le pesos mexicain. Donc si je reprends le Data Explorer, hop, et que je vais me remettre en 2010, on voit qu'on était à 7,72 et on est maintenant à 10 pesos mexicains pour 1 dollar. Donc on voit que le pesos mexicain perd de la valeur, il en faut plus pour acheter le même panier de consommation. Et ici, attention, le tableau, mon graphique s'exprime bien en dollars pesos mexicains, donc j'ai pas dû transposer et je vais directement tracer ma droite en 2010 à environ 7,72 pour arriver en 2025 à environ 10,08. Et alors on voit quoi? On voit que le taux de change, le taux Forex, tout simplement, il évolue bien au-dessus de tout ça depuis toujours en fait. Donc c'est ce qu'on entend souvent. Il faut donc dépenser en dollars, qui est une monnaie surévaluée, dans une région sous-évaluée. Donc on entend peut-être souvent gagner des dollars, dépenser des pesos. Si vous avez des gens, des amis peut-être de la famille qui est parti au Mexique, qui vous sont peut-être dit « Ah, ben c'était super, tout est pas cher ». Ah ben en fait, c'est ce mécanisme de PPA qui s'actionne en arrière-plan, dont ils ont tout simplement pas remarqué. Alors vous allez me poser la question, comment faire pour bénéficier de tout ça? Ben, la réalité, c'est quoi? C'est que peu importe qui vous êtes, si vous êtes une personne standard, dans la majorité des cas en Europe, en Occident, vous allez vous retrouver avec des dépenses obligatoires de 2 à 10 000 $ par mois. Donc un loyer, de la nourriture, des assurances, des autres. Donc dans le cadre de cet exemple-ci, ça va être 3 500 € par mois de frais fixes, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites. Et donc, ça va représenter quand même des dépenses assez importantes. Et alors ici, donc je l'ai mis ici, 1,4 moins 1,16, qui est le taux de change actuel, ce qui est la différence entre le taux de change actuel et le taux de la parité de pouvoir d'achat actuel, en fait, ça représente 17% de réduction. Donc en fait, si vous aviez l'opportunité de gagner à la fois des dollars et à la fois des euros, et que dans la situation actuelle, vous aviez choisi de dépenser vos dollars plutôt que de dépenser vos euros lorsque vous faites vos courses, lorsque vous payez votre loyer, lorsque vous faites des investissements, ça vous aurait permis d'avoir une réduction de 17%. Alors attention sur le thème réduction, ça ne va pas être une réduction nominale, vous allez toujours payer la même chose, mais ça va être une réduction en termes de productivité, en termes d'effort qui aura été nécessaire pour acquérir le même bien. Pour être plus simple, si votre tarif horaire il est de 100 €, si pour obtenir un iPhone à 1 000 €, vous devez travailler 10 heures, et bien dans cet exemple-ci, vous aurez dû travailler 8 heures et 30, 8h30, 8,3, plutôt que 10 heures complètes pour vous obtenir ce même iPhone. Donc c'est une réduction en termes du temps de travail, en termes de l'input et en termes de productivité, mais ce n'est pas réellement une réduction monétaire. Donc dans le cadre de vos exemples ici, sur 3 500 € par mois, cette réduction de 17%, elle correspond à 2 905 € par mois, soit une économie indirecte de presque 600 $ par mois. Alors attention, comme je viens d'expliquer, vous ne payez pas moins cher objectivement, vous devez simplement travailler et produire moins de valeur économique en temps, en travail et en productivité pour obtenir le même bien. Sur le long terme, si vous êtes plutôt intelligent, ça va vous permettre d'accomplir le même objectif. Puisque si vous décidez de travailler dans une devise qui va vous rapporter beaucoup plus d'argent et ensuite de consommer, d'acheter, d'investir dans une devise assez faible au final, eh bien vous allez pouvoir tout simplement augmenter votre différentiel et tout simplement, comme je l'ai vu au début, la richesse, ça provient d'un différentiel de flux. Tout simplement ici, on va choisir quel flux rentrant et quel flux sortant et dans quelle devise. Voilà, je vais passer au suivant. Alors voilà, comment faire de cette info et comment en bénéficier? La première étape, ça va être de constituer des revenus universels, des revenus multidevises. Alors si vous êtes salarié en France, en Belgique, si vous avez un CDI, peut-être que vous avez un business, si vous êtes e-commerçant, la première étape, peut-être si vous êtes entrepreneur, ça va être de proposer vos services dans différentes devises. Peut-être que vous pouvez commencer à les proposer en francs suisses, peut-être que vous pouvez commencer à vendre aux États-Unis, en Grande-Bretagne, afin de commencer à obtenir et à engranger des devises que vous allez pouvoir utiliser à des moments T et à des moments optimisés dans votre vie et dans votre carrière pour tout simplement les utiliser au mieux. Si vous êtes salarié, que vous avez un CDI, que vous n'avez aucun désir d'expatriation, vous pouvez quand même bénéficier de tout ça en plaçant votre épargne par exemple dans le S&P 500, dans des actions à dividendes. Ça peut être dans le FTSE 100 si vous aimez les United Kingdom, ça peut être S&P 500 aux États-Unis. L'important, ça va être de placer son épargne
dans une zone géographique ailleurs, dans une zone monétaire autre que celle dans laquelle vous évoluez, pour ne pas que à la fois votre force de travail et votre épargne soient sujets aux mêmes mécanismes et aux mêmes forces et faiblesses monétaires quand elles vont s'appliquer, puisque tous ces programmes, en fait, ça représente des forces et sur 5, 10, 15 ans, c'est toujours amené à bouger en range et donc à un moment ou l'autre, il sera plus optimisé d'utiliser une devise plutôt que l'autre. Peut-être que vous êtes freelance, comme je l'ai dit, vous pouvez proposer vos services dans d'autres devises, dans d'autres régions du monde. Peut-être que vous avez un business en ligne, vous pouvez peut-être commencer à vendre en Suisse, en Angleterre, ça peut être différentes régions. Et alors, moi, ce que j'aime énormément, ça va être tout simplement l'immobilier. On va en discuter dans un instant, mais peut-être que vous avez déjà un capital, mais plutôt que vous l'investir dans la bourse, vous pouvez le faire travailler en Angleterre, aux États-Unis, donc acheter de l'immobilier aux États-Unis, en Floride, au Texas, n'importe où, pour vous permettre d'engranger chaque mois des loyers libellés en dollars et donc qui vont en fait constituer des revenus multidevises. Ces revenus, vous allez les stocker et les conserver dans des devises différentes. Alors ces devises différentes, il ne faut pas, ok, je les reçois, je les transfère immédiatement et je garde un seul compte. D'ailleurs, d'une manière générale, avoir un seul compte bancaire dans une seule zone géographique, c'est du suicide, donc c'est absolument pas à faire. Et donc ce serait peut-être d'avoir des euros chez BNP, des dollars chez Bank of America. Et aujourd'hui, il n'y a vraiment plus d'excuses, puisqu'avec toutes les fintech comme Wise, Revolut, Airwallex, vous avez l'opportunité d'avoir directement des comptes multidevises, donc il n'y a aucune excuse à ce niveau-là. La troisième étape, ça va être de dépenser la monnaie surévaluée dans la zone sous-évaluée. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez l'opportunité de vous expatrier, donc moi par exemple j'habite au Panama, donc moi dans mon cas je gagne des euros avec mes clients européens, je gagne des dollars avec mes activités de trading en ligne, je gagne des euros avec mes activités immobilières en Europe et je gagne des dollars avec les activités immobilières mondiales. Eh bien en fait tout simplement je vais avoir deux comptes bancaires, un qui va être libellé en dollars et un qui va être libellé en euros. Et alors, en fonction du scénario et de la parité de pouvoir d'achat, comme je vous ai montré, par exemple, dans ce cas-ci, je suis en train de dépenser des dollars, pratiquement uniquement des dollars, et j'ai plutôt tendance à stocker mes euros pour un autre moment, quand on va revenir par-dessus la parité de pouvoir d'achat, et que ce sera beaucoup plus avantageux pour cette monnaie-là. Et alors, ben voilà, comme je l'ai dit, un bonus pour vous, ça va être, d'ailleurs, au passage, en 2026, il n'y a plus aucune excuse, puisqu'avec Internet, vous pouvez choisir avec quelle carte vous allez payer, avec quel site web vous allez consommer. Vous pouvez choisir où vous allez partir en vacances et tout simplement d'aller là où votre argent va le plus loin au final. Et enfin, le bonus, pour ceux que ça intéresse, ça va être de l'expatriation pour activer le levier de la fiscalité, puisqu'ici, d'une manière générale, si vous arrivez à le faire correctement, vous allez pouvoir avoir des deltas entre 5 et 20% sur lissé toute l'année, avec une moyenne probablement autour des 15%. Donc ça va vous permettre d'avoir une ristourne de 15%. Et si, en plus de ça, vous couplez ce mécanisme avec un levier de fiscalité, si vous décidez de vous expatrier, ça pourrait être très intéressant pour vous, puisque déjà, si on considère que il y a peut-être 30% d'impôt sur le revenu si vous étiez plutôt bien optimisé ou peut-être que vous quittez une zone qui n'était pas trop punitive, eh bien, ça va tout simplement s'additionner et vous allez devoir travailler beaucoup moins, vous allez peut-être devoir moins productif pour obtenir le même nombre de choses, le même panier de biens et de consommation. Et enfin, la dernière étape, ma préférée, ça va être d'activer le levier bancaire immobilier pour activer ses dépenses et activer le delta sur plus gros. Alors ici, vous comprenez bien que l'opération, elle était déjà rentable pour quelqu'un qui dépensait 3 500 € par mois. Maintenant, si avec tout ça, vous appliquez des leviers immobiliers bancaires avec de la dette et que vous ne vous retrouviez à dépenser 35 000 par mois sous forme de dette, eh bien vous vous rendez compte qu'on aurait toujours un différentiel de 17%, mais ça correspondrait à presque 6 000 par mois d'épargne et de gains en productivité que vous pourriez faire. Et la grosse opportunité par rapport à ça, ça va être de rembourser de la monnaie faible avec de l'argent fort. Et en plus de tout ça, il y a un delta assez important, puisque comme je l'ai mentionné, à horizon 5 à 15 ans,
Cette parité de pouvoir d'achat, elle a tendance à quand même changer puisqu'on évolue toujours dans des ranges au niveau des devises. Eh bien, vous allez vous retrouver ici. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement si vous avez acheté un bien immobilier correctement, vous allez amortir du capital, vous allez apprécier. Par exemple, aux États-Unis, c'est assez facile d'apprécier 2% par an. Donc, si vous appréciez du capital, vous amortissez du capital, vous appréciez de 2% par an et en plus de ça, dans 5 à 10 ans, vos loyers représentent une évolution de 15% supplémentaire puisque la parité de pouvoir d'achat a switché. Vous comprenez bien que l'opportunité, elle est gigantesque et en plus de ça, vos flux monétaires, on est passé d'un petit ruisseau à une grande rivière et donc la force de cette parité de pouvoir d'achat va s'appliquer sur plus gros et plus uniquement sur vos dépenses domestiques. À long terme, comme j'ai expliqué, 5 à 15% de réduction d'efforts en moins pour obtenir la même chose. Donc, juste dans les cas de cet exemple, à 3 500 € de dépenses par mois, ça va faire, pendant 20 ans, ça va vous faire 840 000 € de dépenses. 15% de ça, ça fait 126 000 €. Et donc, 126 000 € de moins que vous n'aurez pas eu besoin de travailler, de gagner pour tout simplement consommer la même chose. Alors évidemment, l'opportunité, elle n'est pas là. L'objectif, c'est pas de faire le moins possible, c'est pas de travailler moins. L'objectif, ça va plutôt être de justement d'utiliser ces différentiels correctement, de le mettre à votre profit pour justement dégager des deltas que vous allez pouvoir investir. Ça peut être en bourse, ça peut être dans l'immobilier, selon votre préférence, votre portfolio et votre patrimoine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à la parité de pouvoir d'achat, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Si vous avez des questions par rapport à mon business, que ce soit le trading, que ce soit l'immobilier, je vous invite à cliquer dans les liens qui se trouvent dans la description de la vidéo. C'est grâce à ces business-là que je suis devenu millionnaire durant ma vingtaine et que j'ai pu m'expatrier ici au Panama. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Ciao, ciao!